Bonsoir à tous. Bienvenue sur votre plateau des entrepreneurs. C'était presque la reprise aujourd'hui pour les écoliers, bien évidemment, puisque les vacances sont terminées, mais avec les conditions, les écoles ont été fermées aujourd'hui. On espère que ça a été pour vous et que vous n'avez pas subi trop de dégâts. On verra un petit peu comment cela va se passer. On va suivre un petit peu toute cette actualité pour vous. Mais aujourd'hui, nous avons une émission spéciale sur la formation et la reconversion professionnelle. Et nous avons un plateau avec monsieur Philippe Quilot, que vous connaissez déjà, qui vient de temps en temps dans notre émission pour vous donner un petit peu l'actualité et ce qui est mis en place ou ce qui se met en place au niveau des différentes formations. Et nous avons une nouvelle structure aussi qui vient d'arriver en Guadeloupe. Bonsoir mesdames, on va commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter et nous donner vos noms, s'il vous plaît? Bonsoir. Bonsoir. Donc, Linda Ramsamy, je suis chef de département du dispositif académique de validation des acquis de l'expérience. D'accord, et vous êtes venue avec madame Valérie William, bonsoir à tous. Donc, je suis chef du département CAFOC, donc Centre académique de formation continue, et également du DABM, dispositif académique de bilan et de mobilité. Très intéressant tout ça, on va voir tout à l'heure, vous allez nous expliquer ce que vous avez mis en place. Monsieur Quilot, bonsoir. Alors je ne vous présente plus, mais dites-nous quand même pourquoi vous êtes là, enfin ce que vous représentez ce soir. Ouais. Donc bonsoir, je suis donc Philippe Quilot, chargé de mission à Transition Pro, qui est l'ex-FONGECIF. Nous sommes encore obligés de le préciser, puisque on nous connaît beaucoup plus sous ce terme-là que sur Transition Pro. Et donc, nous sommes particulièrement centrés sur les questions relatives à la transition professionnelle, ce qui, en d'autres termes, veut dire la reconversion. D'accord, et vous êtes venu avec un nouvel intervenant. Oui, un accompagnant qui va se présenter. Bonsoir Sabine, bonsoir tout le monde. Moi, je suis Harry Laudin et je suis consultant en développement professionnel à l'APEC. L'APEC, c'est l'Association pour l'emploi des cadres, et donc un des acteurs majeurs de la reconversion, particulièrement pour les cadres. Donc voilà, j'aurai énormément de plaisir à répondre à vos questions sur cette question-là. D'accord, bon c'est génial, je reviens vers vous tout à l'heure parce que demain c'est la journée nationale de la reconversion. C'est bien ça. D'accord, vous allez nous en parler, nous dire finalement comment ça s'est passé l'année dernière, puisque vous étiez venu aussi sur notre plateau l'an dernier. Alors bonsoir mesdames, madame Ramsamy et madame William. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous présenter votre structure, nous dire ce que vous avez, parce que c'est un nouvel organisme qui est en train de se mettre en place en Guadeloupe. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, les trois départements, donc le DAVA, le CAFOC et le DABM, sont des départements qui sont hébergés par le GIP-DEFI, donc le groupement d'intérêt public qui s'occupe de tout le dispositif académique d'insertion, de formation et d'ingénierie. Donc, on existe depuis 20 ans. Donc depuis 2002. Ah, donc c'est pas nouveau. Voilà, donc nous fêtons nos 20 ans cette année. Et le CAFOC et le DAVA donc, sont deux dispositifs qui existent depuis 20 ans. Donc la VAE fête ses 20 ans cette année. Oui, donc il y aura des événements, voilà. Et le dispositif, le Centre académique de formation continue, propose des actions de formation en direction des formateurs. Mais pas que. Donc Madame William va présenter ce dispositif tout à l'heure. Mais en tout cas, le DAVA, c'est un dispositif qui fait partie d'un réseau du ministère, donc un réseau national. Et on trouve des GIP-DEFI dans toutes les académies et nous proposons des actions, que ce soit au niveau de la VAE, de la formation en direction des formateurs, mais également des dispositifs d'ingénierie et d'accompagnement. Voilà. Alors, en ce qui me concerne, donc, je suis, comme je l'ai déjà dit, chef de département du CAFOC et du DABM. Alors, en effet, le CAFOC existe depuis 20 ans maintenant en Guadeloupe. Sa spécialité, on va dire son cœur de métier, c'est la formation des acteurs de la formation. Donc essentiellement des formateurs, mais pas que. Ça va être aussi des responsables formation, ça va aussi être des tuteurs. On sait que toutes ces personnes-là sont nécessaires au développement des entreprises, parce que on est bien tous conscients du fait que une grande partie de la survie des entreprises dépend des compétences qu'elle est capable
de structurer et de développer. Et l'un des moyens de structurer et de développer les compétences, c'est d'investir dans, on va dire, tout ce qui va être en support, donc les services formation, les centres de formation eux-mêmes, pour qu'ils soient de plus en plus compétents. C'est-à-dire qu'on ait des formateurs qui soient en capacité d'apporter la juste formation dans tous les domaines, que ce soit en boulangerie, en pâtisserie, en maçonnerie. Il faut que le formateur, en plus de sa connaissance de la boulangerie, de la pâtisserie, de la maçonnerie, il soit aussi un bon formateur. Il y a des compétences spécifiques à être formateur. Et nous, notre rôle, c'est d'apporter cette brique-là aux personnes qui interviennent, soit donc les formateurs, mais aussi les tuteurs. L'État met vraiment l'accent actuellement sur le développement de l'apprentissage. Il n'y a pas de bon apprentissage si on n'a pas un tuteur qui sait ce qu'il fait. Si on n'a pas un maître d'apprentissage, qui sait ce qu'il fait, donc qui a été formé. Il y a des maîtres d'apprentissage qui sont naturellement doués. Très bien, tant mieux. Il vaut mieux pour une entreprise ne pas compter dessus, c'est le conseil que je donne, et proposer une formation pour que les maîtres d'apprentissage soient vraiment bien armés pour accompagner les jeunes et surtout qu'ils aient envie de recommencer l'année d'après, que ça soit vraiment une expérience enrichissante pour le jeune et pour le maître d'apprentissage. C'est vrai que même les enseignants dans l'éducation nationale, ils font normalement, ceux qui sont titulaires, ils font une formation de plusieurs années en plus pour apprendre à enseigner. Tout à fait. Vous formez les profs, vous êtes les profs des profs en fait. Alors on est tout à fait complémentaires des dispositifs qui sont à destination des enseignants. Donc les enseignants, eux, ils ont un master donc, qui s'appelle le master MEF. Il y a, pour ce qui est de la formation initiale, il y a une école spécifique pour la formation continue des personnels de l'éducation nationale, dont les enseignants, qui est située au rectorat. Et nous, donc, nous sommes situés au GIP, mais nous avons vocation à intervenir auprès des personnels qui, au niveau de l'académie, interviennent en formation continue, donc formation d'adultes, les enseignants, pour schématiser, même si parfois c'est la même personne, mais les enseignants pour les jeunes, les formateurs pour les adultes. En gros, vous travaillez plus avec les chambres consulaires, par exemple? Alors, on a des actions en partenariat avec les chambres consulaires, on a des actions en partenariat avec le CNFPT, on a des actions en partenariat avec tout un tas d'organismes de formation. Ça pourrait être l'école de la deuxième chance, par exemple? Voilà, on peut avoir des actions en partenariat avec toutes ces structures. Et on a quand même surtout une offre qui est destinée à des personnes qui sont formateurs ou formatrices ou qui veulent le devenir. Alors, du coup, j'ai une question, puisque vous n'êtes pas sans savoir, par exemple, que beaucoup d'Antillais passent le concours pour être professeur et se retrouvent envoyés souvent à l'académie. Par exemple, on sait qu'il y a pas mal de remontées sur ça, qui se retrouvent à Créteil, dans l'académie de Versailles et tout. Ceux qui veulent rester, qui veulent enseigner, peuvent passer par vous alors. Et pour travailler dans ce cas-là, plus avec les chambres consulaires ou pour mettre en place des nouvelles formations. Alors, comme je le disais, les enseignants, c'est vraiment pour les jeunes. Et ça, c'est pas notre champ d'intervention, même si... Voilà, l'école qui s'occupe de la formation des enseignants, on les connaît, ce sont des collègues. Mais ceux qui veulent rester dans le métier de transmettre une information dans le métier, ceux qui veulent devenir formateurs d'adultes, donc ils ne sont pas enseignants, ils sont formateurs d'adultes, ils travaillent dans les centres de formation. Eux, en effet, ils peuvent tout à fait passer par nous. Nous avons des offres pour des personnes, pour qu'elles puissent se former, acquérir les compétences nécessaires pour devenir formateur ou formatrice et soit devenir salarié d'un organisme de formation, soit monter offrir leurs propres prestations sous statut indépendant du type auto-entrepreneur. D'accord. Voilà, pour faire un peu la présentation. Parler peut-être plus, vous faites aussi de la validation des acquis et du bilan de compétences? Alors, effectivement, donc le DAVA, le dispositif académique de validation des acquis, est le premier certificateur en termes de certification par cette voie de validation. Donc, il y a bien entendu d'autres certificateurs, mais le DAVA propose des diplômes du CAP au BTS. Nous proposons également, en partenariat avec ma collègue, le CAFOC,
Nous proposons d'accompagner les candidats qui souhaitent valider leur expérience pour obtenir un titre professionnel de formateur pour adultes. Et nous proposons également des diplômes d'État, tels que le diplôme d'État d'éducateur spécialisé, éducateur technique spécialisé, moniteur éducateur, et des diplômes de l'expertise comptable, le DCG, le DSCG, tout ça par la voie de la VAE. Donc, peu importe le statut, que ce soit des salariés, des non-salariés, des bénévoles, dès que la personne a une année d'expérience en lien avec le diplôme qu'il souhaite viser, vous pouvez solliciter le DAVA pour tous les diplômes que je viens juste de citer. Donc, c'est très simple. Oui. Il suffit de s'inscrire dans un premier temps à une réunion d'information sur le site francevae.fr. Donc, c'est un site national. Donc, ils vont trouver les dates pour notre académie, pour la Guadeloupe, et pourront assister à des réunions d'information pour leur permettre de mieux comprendre le dispositif dans un premier temps, et dans un deuxième temps, de leur adresser, en fait, de leur expliquer les différentes étapes qu'ils vont devoir réaliser pour obtenir leur diplôme qu'ils pourront obtenir grâce à leur expérience professionnelle. D'accord. Alors, on va afficher peut-être la petite fiche contact. Donc, vous êtes joignable sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Twitter, sur Instagram. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone peut-être? Alors, on a un numéro de téléphone, c'est le 05 90 89 86 42. Mais on a également un site internet, donc greta-cfa-gipdefi.com. Et là, vous aurez toutes les informations concernant nos offres, que ce soit pour le DAVA, le CAFOC ou le DABM. D'accord. Alors, vous, aujourd'hui, nous sommes le 7. Demain, c'est la journée de la reconversion nationale. Et vous avez des webinaires que vous organisez demain. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît? Oui, alors nous avons 2 webinaires, donc un animé par Madame Ramsamy et un autre animé par moi-même. Donc moi, j'anime un webinaire demain sur le bilan de compétences, puisque Madame Ramsamy a présenté le DAVA. Je vous ai un peu parlé du CAFOC, qui est bien une structure qui est destinée aux formateurs d'adultes, pas aux enseignants, aux formateurs d'adultes. C'est 2 choses différentes. Vous avez expliqué. Et je suis aussi en train de développer au sein de la structure la partie DABM, donc dispositif d'accompagnement, mobilité et bilan, qui a comme principale prestation le bilan de compétences. D'accord. Et demain, je fais un webinaire sur le bilan de compétences, les liens entre bilan de compétences et reconversion. Justement, c'est le DABM qui, au sein de notre structure, s'occupe de ce qui est la mise en œuvre du bilan de compétences. Le bilan de compétences, c'est un petit peu spécifique. On va dire la formation, pour faire simple, c'est du groupe. Le bilan de compétences, c'est de l'individuel. La formation, la personne, l'intervenant, c'est plutôt un formateur de formateurs. Dans mon cas, CAFOC. Pour le bilan de compétences, ça va plutôt être des psychologues. Comme un entretien, ça va plus ressembler à un entretien. C'est plusieurs entretiens, parce qu'un bilan de compétences, c'est 24 heures réparties sur 3 mois. D'accord. Donc, si on a un entretien de 2 heures, ça fait 12 entretiens, vous voyez. Donc, c'est quand même une personne qui va dire, qui s'engage dans ce type de travail. C'est quand même exigeant. Parce que elle va devoir déjà respecter ses rendez-vous avec le psychologue, bien sûr, mais elle aura aussi beaucoup de travail personnel pour travailler sur ses aspirations, sur ses compétences, sur étudier la faisabilité de son projet. Donc, entre les entretiens, il y a un travail personnel à faire par la personne, mais en général, les personnes qui démarrent un bilan de compétences sont très motivées. Oui, donc, parce que c'est une vraie, on va dire que ça vient d'un vrai questionnement à un moment dans une carrière où on se dit, mais voilà, j'ai fait le tour, je fais ce métier depuis, je sais pas, 3 ans, 4 ans, 5 ans, j'en ai un peu fait le tour, j'ai envie de faire autre chose, je sens que je peux faire autre chose qui me sera mieux adapté, mais j'ai besoin que quelqu'un m'aide et m'accompagne pour concrétiser mon projet. Et c'est vraiment ça que le prestataire bilan va proposer aux personnes. Alors,
toujours pareil, hein, il y a des gens qui se débrouillent très bien tout seuls. Oui. Voilà. Mais il y a aussi des personnes qui ont besoin d'être accompagnées et je leur conseille fortement de faire un bilan de compétences. Bon, c'est vraiment parfait. Bon, vous nous avez parlé du suivi qui est quand même sur 3 mois. Est-ce que vous aidez aussi sur la partie finance, c'est-à-dire aider la personne à trouver des financements, aider la personne à aller voir la banque, je ne sais pas si elle a besoin de mettre en place un crédit. Est-ce que ça aussi vous accompagnez dans ça ou c'est seulement dans l'orientation professionnelle? Alors, on va conseiller les personnes, bien sûr, on va leur expliquer quelles sont les différentes voies de financement possibles. Ce qu'il faut noter, c'est que depuis la dernière réforme de la formation professionnelle continue, donc je crois que c'est depuis 2018, peut-être même un peu avant, le bilan de compétences est finançable par le CPF. Oui. Voilà, donc la personne peut mobiliser son CPF pour financer son bilan de compétences. Mais le bilan de compétences est aussi finançable par l'employeur. Il y a des personnes qui s'entendent bien avec leur employeur et qui peuvent tout à fait être dans un rapport suffisamment apaisé pour dire moi j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de faire un bilan de compétences et dans certains contextes ça peut très bien fonctionner comme ça. Donc il y a des financements au niveau des entreprises, les employeurs peuvent financer. Dans d'autres cas, les choses sont plus compliquées avec l'employeur. La personne peut se dire j'ai pas envie que mon employeur soit au courant que je fais un bilan de compétences, ça se comprend. Donc là, elle peut mobiliser son CPF, elle peut également décider de financer par ses propres deniers son bilan de compétences. D'accord, donc vous, c'est demain à 11h et du coup, vous, demain, vous allez parler de la reconversion professionnelle en elle-même. Alors, je vais parler de la reconversion, mais mettre l'accent sur la validation des acquis de l'expérience. Parce que la reconversion et la VAE sont liées. Donc, en fait, quelqu'un qui souhaite faire une reconversion peut mobiliser ce dispositif de validation des acquis de l'expérience pour acquérir un nouveau diplôme en vue de justement rebondir et travailler sur son projet de reconversion. Donc, on mettra essentiellement l'accent sur la validation des acquis de l'expérience. Ce webinaire aura lieu demain de 9h à 10h. Et toutes les personnes qui sont intéressées par ces 2 webinaires, celui en lien avec la VAE, celui en lien avec le bilan de compétences, peuvent s'inscrire sur notre site internet, donc greta-cfa-gipdefi.com. D'accord. Merci beaucoup à vous, mesdames, pour toutes ces informations. J'espère que ça a été très clair. En tout cas, contactez-les et profitez. Vous avez vu, surtout en cette période, on entend souvent, que ce soit sur le territoire hexagonal, mais aussi en Outre-mer, les gens dire que les jeunes n'ont plus envie de travailler, de faire le genre d'emploi qu'ils faisaient avant la crise. Donc là, profitez-en. En plus, on a vu que pendant la crise de Covid, beaucoup de personnes ont laissé leur profession pour changer de carrière. On a reçu des avocats qui ont fermé pour ouvrir, par exemple, des boulangeries. Donc, profitez de cette période pour rencontrer toutes les personnes que nous avons en plateau, puisque c'est la grande journée demain. Profitez-en et ce sont 2 structures différentes. Alors, messieurs, est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous avez mis en place pour demain, ou déjà, est-ce que vous pouvez nous faire un bilan, nous rafraîchir un petit peu la mémoire sur Transition Pro et nous présenter un petit peu ce que vous faites, s'il vous plaît? Alors oui, donc effectivement, déjà l'an dernier, nous avions réalisé cet accord entre partenaires pour essayer d'apporter justement toute la variété des situations qui amènent à la reconversion professionnelle et surtout la variété des acteurs qui vont pouvoir accompagner les personnes, financer les personnes dans certains cas, conseiller les personnes, orienter les personnes, etc. Donc il y a vraiment, on est dans des notions de projet et il y a vraiment des étapes à respecter pour qu'un projet puisse aboutir. Et ça, c'est une notion qui est extrêmement importante. C'est qu'en fait, quand on ne se lève pas un matin en disant j'en ai marre, demain je change de métier. Malheureusement, ça ne peut pas se passer comme ça. Oui. Donc, il y a tout un processus, tout un cheminement. Ouais, je crois que c'est le meilleur mot à utiliser. Et donc, en fin de compte, petit à petit, on essaye de montrer qu'il y a des acteurs. Donc, la première chose qui est importante à comprendre, c'est qu'il y a des acteurs qui financent les projets des entreprises, puisqu'une reconversion, ça peut se vivre à l'intérieur aussi d'une entreprise.
donc dans le cas dans des mobilités internes. Donc là, le dialogue va se passer entre les salariés et l'employeur. Puisque tout va se faire grâce au financement de leurs opérateurs de compétences, qu'on appelle les OPCO. Donc il y a des dispositifs qui permettent cela. Il y a même des dispositifs qui ressemblent à de l'alternance, mais pour quelqu'un qui est déjà dans l'entreprise. Donc ça s'appelle la PROA, par exemple, et c'est fait pour la promotion et la reconversion des salariés. D'accord. Donc ça existe, il y a des dispositifs. Donc c'est déjà des sujets de discussion qu'on peut aborder dans une entreprise avec son employeur. Il existe à l'autre bout des organismes comme Transition Pro qui, eux, financent les initiatives individuelles d'un salarié. Nous sommes sur les salariés, mais nous finançons des initiatives individuelles. Ça veut dire que là, la personne, elle veut faire son idée indépendamment de ce qui se passe dans son entreprise. Oui. Là, elle est vraiment dans une logique où elle décide par elle-même du chemin qu'elle va vouloir prendre et complètement en toute indépendance par rapport à ce que l'entreprise, elle a besoin. Donc là, il y a différents dispositifs. On en a cité un, c'était déjà la VAE, qui peuvent être financés par Transition Pro. Il y a ce qu'on appelle le congé de transition professionnelle. Il y a également un dispositif qui permet de démissionner pour se reconvertir et bénéficier d'allocations de chômage à partir du moment où on remplit les conditions et on suit le parcours balisé. Oui, vous vouliez... Est-ce que c'est le fameux départ à l'amiable ? Non, pas du tout. C'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Alors, oui, on peut, si on veut juste préciser, puisque c'est peut-être un sujet de confusion, ce n'est pas non plus une rupture conventionnelle. D'accord. Donc, c'est un dispositif bien particulier qui est ouvert aux salariés qui ont 5 ans de CDI en continu dans les 5 dernières années. Et donc, à partir du moment où ils remplissent cette condition, un salarié qui souhaiterait démissionner soit pour se former pour se reconvertir, soit pour créer ou reprendre une entreprise, peut se faire accompagner par un conseiller en évolution professionnelle. Tout à l'heure, M. Lodin va expliquer ce que c'est. Et en se faisant accompagner, son projet va être validé et va être présenté à Transition Pro, dont la commission va délivrer une attestation comme quoi le projet est suffisamment réel, le caractère de ce projet est suffisamment réel et sérieux pour ouvrir un droit à l'indemnisation au chômage. D'accord. C'est-à-dire que la personne aura un délai de 6 mois pour s'inscrire à Pôle emploi. Avec son attestation, elle pourra réclamer le versement de son allocation de retour à l'emploi. Et ensuite, elle a 6 mois, dans les 6 premiers mois d'indemnisation, elle devra débuter son projet. Donc, soit débuter la formation si elle se reconvertit comme salarié, soit créer ou reprendre son entreprise dans ces 6 premiers mois d'inscription à Pôle emploi. Donc, on voit que petit à petit se construit tout un ensemble d'outils qui permettent à quelqu'un de ne pas rester emprisonné. Quelque part, il y a beaucoup de salariés qui disent « Oui, mais bon, je suis dans mon entreprise, le patron me dit ceci, il ne veut pas cela, il ne veut pas... » Votre employeur ne veut pas parce que lui, il défend les intérêts de son entreprise. Il est là pour la gérer, la faire et la développer. En tous les cas, déjà, au moins pour maintenir son activité, bien souvent en ce moment. Et votre destin personnel, c'est le vôtre. C'est pas le sien. Donc, il faut que vous puissiez le prendre en compte. Donc, et aujourd'hui, on va même maintenant sur des dispositifs, transition collective, qu'on était venu présenter l'an dernier avec la direction du travail, qui permet même à une entreprise, maintenant, collectivement, de dire, voilà, j'anticipe une baisse ou une mutation de mes activités, et comme je l'anticipe, je vous offre à ceux qui ne voudront pas ou ne pourront pas rester dans l'entreprise, j'offre la possibilité de vous reconvertir tout en restant salarié de notre entreprise le temps de cette formation. Et ça éviterait tout ce qu'on entend dans l'actualité avec les différentes grands groupes. Donc, on voit que tout petit à petit, les briques se rajoutent les unes derrière les autres, et sans compter qu'il reste aussi le fameux compte personnel de formation, qui reste encore, qui est la brique autour duquel tout le reste fonctionne, parce que le compte personnel de formation, il y a le mot personnel dedans. Donc, il appartient véritablement aux personnes qui peuvent l'utiliser seuls, qui peuvent l'utiliser avec des abondements de leur employeur. Quand on est demandeur d'emploi, on peut avoir des abondements de Pôle emploi, on peut avoir des abondements de conseil régional dans le cadre d'une aide individuelle à la formation. Donc on voit que
le CPF, c'est ma contribution. Quand elle est insuffisante, elle peut être complétée par d'autres dispositifs pour me permettre d'avancer et d'agir. D'accord. Par rapport à ce que vous disiez, est-ce qu'il y a des tailles d'entreprises pour les entreprises qui savent qu'elles vont couler? Est-ce que c'est pour les grandes entreprises, les petites? Alors, ou... on va dire que dans la majorité des cas, les dispositifs sont d'abord pensés pour les plus petits. D'accord. Parce que, en fin de compte, comme ce sont des fonds qui sont mutualisés, et c'est pour permettre justement à ceux qui n'auraient que des toutes petites cotisations de pouvoir accéder à des fonds beaucoup plus importants que le seul rendement de ce qu'elle cotiserait. Parce que quand une entreprise est petite, elle a 3 salariés, vous imaginez qu'elle ne peut pas payer des formations à 5 000 euros ou à 10 000 euros à ses salariés, puisqu'elle ne cotise même pas ce montant-là. Oui. Donc, pour les 3 salariés. Donc, ça serait complètement déséquilibré. Par contre, pour les grandes entreprises, maintenant, avec les dernières réformes, les entreprises doivent gérer le plan de développement de leurs compétences. Nous, il y a des dispositifs comme Transition collective où il y a un plafond qui est le plafond de 300 salariés. Donc, quand une entreprise a moins de 300 salariés, tous les financements sont à 100%. D'accord. Au-delà de cette limite, il y a un plafond, un laissé à charge à l'entreprise de 25% entre 300 et 1000 et un laissé à charge de 60% au-delà de 1000. Ça veut dire qu'une entreprise au-delà de 1000 salariés, c'est surtout elle qui, c'est surtout sur elle qui va, elle va quand même avoir une aide de 40% pour l'aider à comment dire, à permettre à ces salariés dont elle aura moins besoin. Il y a des secteurs qui sont très menacés. L'automobile, par exemple, il va y avoir de grandes migrations de travailleurs qui vont quitter l'automobile pour aller vers d'autres secteurs. Donc, il y a des anticipations comme ça. Il y a la distribution des prospectus dans les boîtes aux lettres. Vous savez que la loi va changer. Et il va falloir dire oui à la pub et non plus non à la pub. Et donc, très peu de gens diront oui à la pub, probablement pour ne pas se faire remplir les boîtes aux lettres. Et du coup, eux, il va y avoir tout ce secteur d'activité qui va être repensé. Alors, justement, mais comment les gens font pour savoir aujourd'hui, ceux qui vous écoutent, est-ce qu'ils doivent aller poser la question à leur employeur pour savoir comment ça se passe, comment ils peuvent avoir cette information pour la société dans laquelle ils travaillent? Là, vous me tendez la perche pour justement vous dire qu'il y a un acteur que je n'ai pas encore, que j'ai à peine évoqué, qui est pour moi l'acteur, c'est vraiment le rôle le plus important dans tout cela, c'est que, comme me disait tout à l'heure dans le cadre des bilans de compétences, il faut de l'accompagnement. La VAE, il y a de l'accompagnement aussi. C'est très rare qu'une personne monte son dossier seule. Oui. Il y a des accompagnements, c'est prévu, c'est finançable, etc. Donc là, maintenant, on va se retrouver dans un service qui, lui, est gratuit. Donc là, c'est le conseil en évolution professionnelle dont M. Lodin va vous parler tout de suite. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ceci, s'il vous plaît? Alors, juste, je vais d'abord vous parler très rapidement de l'APEC. Allez-y. Ça part. Oui, ce que c'est, surtout qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps, donc allez-y. Alors, je vous disais, l'APEC, c'est l'Association pour l'emploi des cadres. C'est une association qui a été créée en 1964 déjà et qui s'est installée aux Antilles, d'abord en Martinique il y a 5 ans et en Guadeloupe depuis 4 ans. L'acteur, c'est l'opérateur de référence du Conseil en évolution professionnelle pour les cadres au niveau national et au niveau régional. Alors, le Conseil en évolution professionnelle, d'abord, c'est juste vous rappeler que c'est un droit. C'est un droit gratuit et universel. Il concerne tous les actifs, les salariés, les demandeurs d'emploi, les professions libérales, les artisans, les auto-entrepreneurs, même les jeunes diplômés. Tout le monde est concerné par le Conseil en évolution professionnelle. Comme Philippe le disait tout à l'heure, il est gratuit. Parce qu'avant, il n'y avait qu'un dispositif qui permettait de travailler sur son évolution professionnelle, le bilan de compétences, 24 heures, avec un certain prix, et qui, de toute façon, a son utilité. Mais il y a une mesure intermédiaire auquel le législateur a pensé. Ce sont des choses qui se sont décidées lors d'accords nationaux interprofessionnels, donc dans un monde paritaire, qui permettent à tout le monde, à tout un chacun, de pouvoir à un moment ou à un autre faire un point sur sa carrière. Qu'est-ce qu'on fait dans un CEP? Alors, on pense assez naturellement à l'évolution professionnelle, mais vous savez qu'on reçoit des personnes qui, parfois, ont juste besoin de faire un point par rapport à une situation difficile qu'ils vivent au quotidien. Par exemple, ça ne se passe pas forcément très bien avec mon encadrement. Je fais un point sur ma situation professionnelle. Et là, je peux découvrir ce que moi j'appelle, par exemple, ma colonne vertébrale professionnelle. Je peux apprendre à mieux me situer dans mon emploi. Un conseil en évolution professionnelle ne donnera pas forcément lieu à une reconversion
ou un changement d'activité. Ça peut permettre à la personne qui consulte le conseiller en évolution professionnelle de travailler sur sa façon de voir son emploi. Il peut demander après une évolution, par exemple, de salaire ou de changement de poste. Voilà. Simplement. Donc ça peut permettre de travailler sur de la création d'activités, ça peut permettre de travailler sur une évolution professionnelle, sur une reconversion. Vous pouvez en tout cas mieux connaître vos compétences de toute manière pour pouvoir décider le choix que vous allez faire. Et il y a des méthodes pour ça. En général, le bilan emprunte le même chemin. On fait, quand on veut évoluer professionnellement, on fait souvent un bilan. Donc, qui je suis, mes qualités, mes ressources, ainsi de suite. Ce qui permet de faire un projet. Donc, j'ai telle compétence, je suis tel type de personne. Je le fais de manière schématique. C'est un peu de manière à ce que tout le monde comprenne. Comprenne bien. Je travaille sur mon projet, où je veux aller, en fonction de mes ressources. Après, j'irai découvrir ce qu'on appelle mon marché. Si je veux, je sais pas, être spationaute, ça ne se passera pas forcément à Pointe-à-Pitre. Oui. Vous l'aurez compris. Et enfin, il y a les actions. Alors, le même spationaute, il ira plus travailler du côté de Kourou qu'à Pointe-à-Pitre. Donc, l'idée, c'est vraiment pour les personnes de s'arrêter à un moment pour pouvoir faire un point. Et ce qui est intéressant, c'est que le conseiller en évolution professionnelle vous accompagne à la fois, parfois, jusqu'à un bilan de compétences, parce que le temps est peut-être plus complet pour continuer à travailler sur ces problématiques-là. Il permet d'accompagner les personnes qui sont dans le cadre du dispositif dont parlait Philippe tout à l'heure sur le démission reconversion. Quand les personnes ont un projet de formation ou un projet de création d'entreprise, nous, on les accompagne là-dessus. On essaie de challenger le projet, on essaie de voir sa validité, on amène la personne à se poser les bonnes questions, on les accompagne avec des outils particuliers jusqu'à ce que la personne, son projet soit... en tout cas, ce n'est pas le conseil en évolution professionnelle qui le décidera, mais qui aidera la personne à montrer que son projet, il est réel et sérieux. D'accord. Il faut que ça arrive à une certaine maturité. Que le projet arrive à maturité. D'accord. Et du coup, alors, j'imagine que vous allez me poser la question sur la journée de la reconversion. oui, mais avant, si vous pouviez nous expliquer par rapport à ce que me disait Monsieur Kilo tout à l'heure, à quel moment vous intervenez quand la personne, allez-y, dites-nous tout. Alors, toujours en amont. D'accord. Toujours en amont. En fait, quand on travaille avec l'association Transition Professionnelle pour le dispositif des missionnaires, la personne, le cadre très souvent, en tout cas en ce qui nous concerne, qui vient nous voir quand elle a le projet. Donc, avant qu'elle démissionne, avant surtout. qu'elle démissionne. D'accord. Oui. En fait, la démission, il est recommandé à la personne d'attendre la décision de la commission transition professionnelle avant de démissionner. D'accord. Il arrive, j'ai envie de dire malheureusement, que quelquefois des personnes sont dans une forme d'urgence et démissionnent. Bon, il y a peut-être d'autres façons de gérer cette situation-là, mais il faut que la personne attende que la commission rende son avis avant de démissionner. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Entre le moment où on reçoit la personne, il y a un aller-retour où la personne remplit son dossier, on lui donne des éléments pour travailler. Si dans le cas d'une entreprise, on va aller regarder avec la personne si elle a travaillé sur son projet de vie, sur ce qu'elle veut faire. Alors, mais sur les éléments aussi très techniques du projet. D'accord, donc elle a fait son étude de marché, par exemple. Son étude de marché. Alors, il y a des éléments qui sont incontournables, comme l'étude de marché, et aussi le bilan, le prévisionnel à 3 ans. Ce sont des éléments qui seront appréciés par la commission. Mais nous, on ne va pas regarder uniquement ces aspects-là. On va aussi regarder si la personne a un plan B. Si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que je fais? Si la commission me dit non, comment j'actualise mon projet? Donc, on travaille effectivement à la fois en amont, mais on peut aussi récupérer la personne. Il est arrivé que sur certains dossiers, comme sur des dossiers de transition collective, le projet n'arrive pas à son terme, et donc on recommence à travailler avec la personne pour qu'elle puisse se reprojeter dans une autre situation. En ce qui concerne le projet de transition professionnelle, la reconversion, là aussi on vient en amont, et ça, c'est un dispositif dans lequel on va aller dans la validation du projet. C'est-à-dire que la personne, on va la conduire vers des enquêtes métiers, aller rencontrer un professionnel pour savoir si ça a du sens. Toute qualité d'enquête, de travail, de connaissance de soi, du marché et de son projet
qui permettent à un moment ou un autre de dire que le projet il a été testé, il a été validé, il a été évalué par un tiers qui est le conseiller en évolution professionnelle. Et je pense que c'est d'une bonne aide pour les personnes qui travaillent sur leur reconversion. Alors, jusqu'où vous allez? Je vous pose la question, puisque tout à l'heure, par exemple, on parlait de mobilité. Vous avez pris l'exemple de l'astronaute. Est-ce que si quelqu'un vous dit, ben voilà, moi je travaillais dans un supermarché, j'ai envie de devenir astronaute, je veux retourner à l'école, par exemple, jusqu'où vous allez? Est-ce que vous dites à la personne, attention, il faut déménager? Comment ça se passe? Je vais prendre un exemple assez trivial, Très concret. Mais concret. D'accord. Si vous me dites, je veux une maison, Oui. je prends cet exemple-là à dessein, et vous me dites, je veux une maison avec vue sur mer, avec un terrain de tennis, avec un terrain... Et je vais vous demander de combien vous disposez. Et si vous me dites, j'ai 50 000 euros, je vais vous dire, personnellement, il vous manque 450 000 euros pour pouvoir obtenir votre maison. Donc en fait, le conseiller en évolution professionnelle fait le point avec vous sur vos ressources et il vous dit le delta entre la position dans laquelle vous êtes et la position que vous visez. C'est la personne, bien évidemment, de faire le chemin pour savoir si elle comprendre si elle a les capacités de mobiliser. Si vous me dites, j'ai un oncle d'Amérique qui me donne les 450 000 euros, vous aurez votre maison. Si vous n'avez pas d'oncle d'Amérique, ce qui pourrait se traduire par la capacité, par exemple, à faire des études ou à mobiliser vos ressources personnelles, je pense qu'on pourra travailler sur ce qui vous motivait dans ce projet-là, de manière à ce qu'on puisse trouver quelque chose qui se substitue à. Ben voilà, vous avez anticipé ma deuxième question puisque vous parliez du plan B. Donc je voulais savoir, est-ce que le plan B, vous le trouviez avec la personne en fonction de son projet de départ ou est-ce que c'était quelque chose de totalement différent? Non, mais en fait, quand vous travaillez un projet, j'ai presque envie de citer un théoricien du projet qui dit qu'on sait quand ça commence, et quand ça finit. On ne sait pas quand est-ce que ça se termine. D'accord. Vous partez toujours pour faire quelque chose et c'est le processus, c'est le chemin qui vous montre où vous allez. On est sur un marché du travail qui est très particulier ici en Guadeloupe. Marché cadre, 7700 personnes sont cadres, pas plus que ça. Et vous avez énormément de personnes qui sont jeunes diplômés, qui sont très diplômés. Et qui sont même qui travaillent dans des métiers qui ne correspondent pas justement à leur, c'est souvent que ça se passe. On est sur un marché de ce qu'on appelle des slashers, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui font plusieurs métiers, tout simplement parce que notre marché n'est pas prêt à accueillir la masse de diplômes et la masse de compétences qui est produite par l'éducation nationale, par le système universitaire. Donc comment on travaille sur un projet ? La personne, on a besoin de savoir ce qui la met en mouvement. L'idée, bien sûr, quand vous travaillez sur un projet, c'est aller au plus près de ce qui vous donne envie de vous lever tous les matins pour aller travailler. J'imagine que vous, dans ce que vous faites, même s'il y a des moments qui sont compliqués, c'est 80% plaisir et 20% de difficulté. C'est important. Si c'est le contraire, si c'est 80% de difficulté, 20% plaisir, bon, il est urgent de venir nous voir. Vous voir, oui, effectivement, c'est vrai. De manière à trouver ce qui vous intéresse, en termes de secteur, ce qui vous motive. Les intérêts, c'est ce qui j'aime la finance, j'aime le sport, ainsi de suite. Et les motivations, on va travailler sur des choses qui me donnent envie d'aller travailler. Le salaire, l'environnement, les collègues, le management, la reconnaissance. Quand on connaît ces choses-là, on regarde où ça peut atterrir dans le marché. Soit effectivement, la personne est très intéressée par quelque chose qu'elle ne trouve pas, et si elle a la mobilité nécessaire pour aller en Martinique, en Guyane, en Hexagone, si son projet la porte, elle ira le faire. Si en revanche, une motivation comme le fait de rester au pays, thématique qui importante est importante, retour au pays, rester au pays, on travaillera un projet que j'appelle de substitution, dit de substitution, mais qui tiendra compte quand même des intérêts de la personne et de ses motivations. Donc, il n'y a pas deux projets qui soient identiques. On a les mêmes outils, mais les projets qu'on fait sont souvent personnalisés, sont de toute façon personnalisés parce que les personnes sont différentes, parce qu'elles ont des ressources différentes, parce qu'elles s'adaptent de manière différente à ce qui leur est proposé. Alors, justement, donc j'ai une troisième question, puisqu'il n'y a pas très longtemps, nous avons reçu une jeune femme qui avait été accompagnée par les services de l'APEC. Est-ce que, pour accompagner les gens, vous prenez en compte les manques et les besoins de notre territoire? Parce que vous parliez justement, on a un problème de déclassement, on en parle tous les ans, on fait le point, on a beaucoup de jeunes diplômés.
mais ils ne travaillent pas, ils ne peuvent pas revenir travailler ici. La plupart du temps, ils restent sur l'Hexagone alors qu'ils veulent rentrer. Est-ce que vous prenez le problème à l'envers? C'est-à-dire, si quelqu'un vient vous voir pour changer de travail, est-ce que vous prenez en compte la situation de notre département et là où il y a des métiers où il faudrait former des gens, où il faudrait des cadres? Est-ce que vous travaillez comme ça aussi? Si j'ai bien compris la question, vous voulez savoir si on fait un travail d'adéquation. Oui. Je vais vous répondre déjà par, encore une fois, ce qu'est l'APEC. L'APEC a 3 grandes missions de service public. La première, c'est de faire la sécurisation des parcours professionnels, c'est de ce dont on parle, dont le conseiller en évolution professionnelle. Mais l'APEC fait aussi la sécurisation des recrutements. C'est-à-dire que ce qu'on fait avec les entreprises, avec les cadres, on le fait avec les entreprises. Et la troisième grande mission, c'est d'éclairer le marché. Donc, en fait, nous ne sommes pas là uniquement pour pouvoir dire aux cadres et aux entreprises, tenez-vous par la main. Nous sommes là pour dire aux entreprises, voici les cadres que vous avez sur le territoire, et dire aux entreprises, aux cadres, voici les emplois qui existent. Donc, ça ne signifie pas forcément qu'on va demander à quelqu'un de se conformer à ce qui existe, parce que la loi de 2018 dont parlait ma collègue tout à l'heure, ça s'appelle loi pour choisir son avenir professionnel. Et on sait tous que personne n'est capable de tenir dans la durée, ou encore capable de tenir très mal dans la durée pour un emploi s'il ne s'y sent pas bien. Oui, Donc, ça oui. Il y a effectivement une certaine plasticité dans un certain nombre de projets. Et je vous parlais tout à l'heure de slasher, c'est-à-dire que certaines personnes, si vous voulez être acteur et que vous n'avez pas la formation, vous n'avez pas il n'y a pas Hollywood ici. Oui. Mais vous pouvez peut-être faire du théâtre, mais tout en ayant un autre métier qui vous permet à la fois de manger, parce qu'il faut quand même payer le petit déjeuner des enfants le matin, mais vous avez aussi la possibilité d'avoir une satisfaction dans quelque chose qui vous intéresse en faisant autre chose. Donc, notre travail, c'est plutôt montrer à la personne comment elle peut s'adapter à son projet, s'adapter aussi à son marché. Pas de spationaute à ce qui ici, existe et ce à ce qui existe. Par contre, on a des plantes médicinales à développer, par exemple. Par exemple, voilà. D'accord. Alors, du coup, demain, la journée de la reconversion professionnelle. Alors, la journée de la reconversion, demain, l'APEC va proposer un webinaire sur préparer sa reconversion. Quelles sont les étapes? Qu'est-ce qu'on fait? Je vous parlais tout à l'heure du bilan, du projet, du marché, de l'action. Comment on fait son bilan? Comment on se projette? Comment on va chercher l'information sur un marché? On a une particularité quand même, notre marché ici n'est pas, comment dire, il gagnerait à être encore plus lisible. Il manque des éléments de statistiques, il manque un certain nombre d'éléments. Et donc, on va travailler avec les personnes sur comment aller chercher l'information marché qui n'existe pas encore forcément dans les observatoires. Et donc, on a un webinaire à 16h30. Pour s'y inscrire, c'est extrêmement simple. Vous allez sur la page APEC Antilles-Guyane sur LinkedIn et vous vous inscrivez. C'est extrêmement simple. LinkedIn, APEC APEC, Antilles-Guyane, sur LinkedIn. Et pour prendre un rendez-vous avec un consultant, une consultante, c'est très simple, apec.fr, apec.fr. Et là, à partir de demain, c'est un scoop pour vous, on aura les rendez-vous en ligne directement. C'est-à-dire que les personnes pourront faire comme sur Doctolib, ils pourront cliquer, il y aura nos rendez-vous et ils vont pouvoir prendre un rendez-vous en direct avec nous. D'accord. Donc là, c'est votre planning pour les journées. Donc vous, c'est le 8 et le 9, hein? C'est ça. Alors, un webinaire fait par une collègue qui est en Martinique et par un collègue qui est ici. Mais ce sont des webinaires, donc même les gens de Dunkerque peuvent y participer. Mais bon, je pense qu'on aura énormément de locaux. Oui, en plus, je vois, vous participez aussi. Il y a pas mal il y a le SNAM Guadeloupe, le GRITA, le Cap l'Emploi, et il y aura le Pôle Emploi aussi le 9. Alors, et pour en terminer, effectivement, Philippe parlait des organismes qui font le CEP. Alors, il y a l'APEC pour les cadres, mais il y a aussi le Pôle Emploi pour les demandeurs d'emploi, il y a les Cap Emploi pour les personnes qui sont en situation de handicap. Oui. Il y a aussi la mission locale qui fait du CEP pour les jeunes de moins de 26 ans. Et on a aussi un opérateur local, le réseau EVA, qui travaille avec le CIBC, qui aussi fait du conseil en évolution professionnelle pour les autres salariés. Et les indépendants. Et les indépendants. Et tout type de personnes. Je disais tout à l'heure, indépendants, auto-entrepreneurs, artisans,
même la fonction publique. En fait, tout le monde a droit à recourir au CEP. Bon, merci beaucoup pour toutes ces informations. Il nous reste quelques minutes. Du coup, je vais vous poser une question, Monsieur Kilo. Est-ce que vous savez, pour nos soignants, donc encore une fois, le gouvernement a confirmé qu'il n'y aura pas de réintégration. Est-ce que vous savez s'il y a des choses finalement qui ont été mises en place ou pas? Puisqu'on avait commencé à préparer une émission dessus. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique pour ceux qui veulent partir ou se reconvertir? Comment ça fonctionne? Alors, il y a eu des choses qui ont été mises en place. Et qui ont donc eu une date d'expiration qui était au mois de mars dernier. Donc ça, c'était la première phase où il y avait une Quand cellule, le ministre était venu, il y avait une cellule d'accompagnement, etc. Depuis lors, il n'y a pas eu de dispositifs particuliers qui ont été mis en place. Par contre, quand il y a eu le nouveau gouvernement, il y a eu la visite de M. Karenko qui est entré dans une phase de discussion, qui a essayé, disons, de renouer un petit peu les fils du contact, puisqu'il n'y en avait plus de contact, il n'y avait plus d'échange, il n'y avait plus rien. Et donc, il y a eu des tentatives, et en tout cas, il y a eu des offres financières qui ont été faites, c'est-à-dire, non, il n'y aura pas de réintégration. Par contre, les conditions de départ sont améliorées. D'accord. C'est-à-dire, pour ceux qui voudraient quitter la fonction publique hospitalière, notamment, peuvent donc bénéficier de primes au départ beaucoup plus importantes que ce qui était prévu au départ. Maintenant, on voit bien que la situation est complètement figée. Sur quoi ça va déboucher, personne ne le sait, mais on verra bien. Pour l'instant, il n'y a plus de dispositif particulier qui a été mis en place. Alors, il y a aussi des soignants dans le secteur privé, dans le médico-social notamment, qui, eux, de toute façon, se retrouvent dans une situation aussi particulière, c'est qu'en fait, quand vous êtes suspendu, vous n'êtes plus un salarié en possession de ses droits. Et donc, vous ne pouvez pas non plus mobiliser les droits à la reconversion, qui sont ouverts à tout salarié, mais qui est en activité. Donc, la situation, comment dirais-je, c'est un petit peu comme dans la guerre. Il y a des moments où les tranchées, elles restent là en place. Oui. Personne n'avance d'un mètre, ni vers dans un sens, ni dans un autre. Là, la situation semble alors figée. Après, qu'est-ce qui se passe dans les négociations derrière, je ne sais pas. Bon, en tous les cas, il n'y a pas de solution technique et juridique qui sont en place, à ma connaissance. En tous les cas, au niveau de Transition Pro, on n'a pas ce genre d'informations. Par contre, ce que je pourrais dire, c'est pour la journée de demain, c'est que Transition Pro, nous ferons une journée porte ouverte et nous accueillerons des personnes qui se sont inscrites dans des ateliers qui vont leur permettre de savoir quels sont les dispositifs, de savoir comment on monte un dossier dématérialisé, puisque maintenant, il n'y a plus de dossier papier, c'est fini, et tout se fait de manière dématérialisée. Je suppose qu'au Dava, ça doit être exactement la même chose. Zéro papier. Bon, un peu partout, il n'y a plus de dossier papier. Et donc, il faut quand même qu'on permette aux personnes de comprendre comment ça se passe, créer un espace, monter un dossier, suivre ce dossier, même pendant la vie du dossier. Si quand vous êtes financé, il y a des actions continues pour que l'organisme de formation puisse être payé, l'employeur puisse être remboursé. Il y a des certificats de réalisation. Voilà, il y a tout un tas d'étapes tant que le dossier n'est pas, la formation n'est pas arrivée à son terme. D'accord. Et une autre question, par rapport à la crise, comme ça fait longtemps que vous êtes tous dans le secteur d'activité de la reconversion, qu'est-ce que vous constatez? Quel est votre bilan sur notre territoire? Est-ce que les gens changent plus de métier? Est-ce que les gens se lancent plus dans tout ce qui est agriculture ou bien artisanat? On sait que les métiers manuels, ça revient un petit peu. Quel est votre point de vue, s'il vous plaît? Allez-y. Alors, je vais avoir beaucoup de mal à parler de ce qui était avant. Je suis revenu depuis le mois de mars. En tout cas, moi, ce que je constate, c'est que on a un tissu d'entrepreneuriat qui est extrêmement fort. L'entreprise, les entreprises sont portées par beaucoup de femmes et sur tout type de métier. On n'a pas un secteur qui se dégage. Il y a des initiatives qui viennent
d'observation de son quotidien ou d'opportunités. En tout état de cause, je vous le disais tout à l'heure, il y a énormément de slasheurs et de slasheuses, de personnes qui se disent il y a quelque chose à faire. On a encore l'esprit du, entre guillemets, du coup à faire, mais pour autant, c'est très structuré, c'est très tonique et il y a de très belles initiatives, que ce soit en agriculture, en artisanat, dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. On a des personnes qui ont parfois 24 ou 25 ans, qui viennent avec des idées extrêmement structurées. Et je me dis comme ça en moi-même, et je vous fais partager ma réflexion, mais ce serait bien que tout le dispositif autour soit prêt à accueillir ces personnes, parce qu'il y a une vraie vitalité des porteurs de projets ici. C'est super. Vous voulez rajouter quelque chose? Nous constatons au niveau de Transition Pro, mais c'est un constat qui est aussi national, c'est que le dispositif de démission reconversion est le dispositif qui augmente le plus, donc qui a la meilleure progression dans l'utilisation. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui préfèrent rompre pour reconstruire, plutôt que de se mettre dans une demi-situation, je reste salarié, je réintègre mon entreprise après ma formation parce que je ne sais pas trop, etc. Et il y a beaucoup moins de préoccupations. Au fur et à mesure que les générations arrivent, la sécurité financière et matérielle n'est plus l'absolu, n'est plus l'absolu, parce que avant, c'était l'argument dans des générations plus anciennes, la première des priorités, c'est d'avoir une sécurité financière et matérielle. Ça, c'était se dire, comme on prend souvent l'image du pied-bois dans la mer, j'en ai attrapé un, je ne le lâche plus, quitte à m'ennuyer dans mon métier, quitte à dans le placard, me retrouver vraiment dans des situations personnelles vraiment très difficiles à supporter, mais tout simplement parce que je n'ose pas faire le petit pas de côté qui me permettrait d'attraper un autre arbre dans cette mer. Et je me sens pas capable de rester suspendu pendant un temps avec une incertitude sur ma situation. Et du coup, ça a paralysé énormément de personnes, notamment des femmes, qui devaient assurer les enfants, la sécurité matérielle de leur famille, etc., et qui donc ont mis une croix sur beaucoup de leurs aspirations. Donc aujourd'hui, beaucoup de plus jeunes personnes, elles ne font pas ce genre de sacrifice, entre guillemets, personnel. Elles vont là où elles pensent qu'elles vont être le mieux. S'il faut rester que 1 an ou 2 ans dans un emploi, elles y restent. Et puis aujourd'hui, les employeurs ont beaucoup plus de mal à retenir des salariés. Oui. Parce que dès qu'ils ne trouvent pas plus les conditions adéquates, ils préfèrent s'en aller. Bon, merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. La semaine prochaine, nous serons avec la Cour des comptes, puisque nous allons devoir faire un bilan, un point économique un petit peu sur nos différents territoires. Les offres d'emploi, ça va recommencer au début de l'année. Donc, pour l'instant, on va faire les différents points économiques. Après, on sera sur la route du Rhum et ce sera Noël. Donc, on va vraiment se concentrer sur nos artisans, sur les cadeaux, tout ce qui est fait ici localement. Et à partir du mois de janvier, on va recommencer, parce que pas mal de personnes m'ont demandé, à vous donner les offres d'emploi au maximum, de manière à ce que vous puissiez trouver tout ce qu'il vous faut. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci pour votre présence. Merci à vous de nous avoir reçus. À la semaine prochaine. Au revoir. Merci, au revoir.